Bonjour. Nous continuons le cours Comprendre les microcontrôleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps. Ce qui est très inhabituel, et alors que nous avons beaucoup parlé des entrées-sorties des microcontrôleurs, nous n'allons parler dans ce module que de sorties. Vous pouvez d'ailleurs voir le programme. Nous allons étudier la durée d'une instruction. Nous allons voir comment nous pouvons créer des attentes actives. Nous allons aussi apprendre à programmer des séquenceurs. Nous allons également toucher un domaine un peu mystérieux qui s'appelle le multitâche et même faire une allusion au temps absolu. Allons-y. Vous le savez déjà certainement, le processeur exécute en permanence des instructions. En général, il ne s'arrête pas, il exécute des instructions. Vous savez également que la durée d'une instruction est quelque chose d'extrêmement court, un petit peu trop court pour que nous puissions bien réaliser ce que c'est, et pourtant c'est une durée parfaitement réelle. Cette durée va donc pouvoir être utilisée pour gérer le temps qui passe. On avait mentionné que les microcontrôleurs ont une horloge. Par exemple, sur les processeurs AVR de la société Atmel, on trouve une horloge interne qui est généralement à 8 MHz. Il existe un registre de calibrage et le calibrage est fait d'usine de telle manière qu'on obtienne une précision relativement bonne, disons environ aussi bonne que le pourcent. Il est possible sur ces processeurs de mettre des quartz, assez souvent jusqu'à 20 MHz, ce qui permet d'aller un petit peu plus vite que les 8 MHz d'origine. Je signale aussi que les Arduino ont généralement un quartz à 16 MHz, et je rappelle qu'un quartz permet d'avoir une précision qui est beaucoup plus grande que ce 1% dont je parlais tout à l'heure. Sur les AVR, il est également possible de diviser la fréquence par 8. C'est programmé dans un fanion qui n'est pas perdu lorsqu'on coupe le courant. Ça permet de choisir une fréquence de, par exemple, 1 MHz au lieu de 8 MHz. Sur les processeurs MSP430 de Texas Instruments, il y a une horloge interne à 16 MHz. La particularité, c'est qu'on peut choisir relativement librement la fréquence dans le cours du programme. Et il y a deux valeurs qui sont calibrées d'usine à 1 MHz et à 16 MHz. Lorsqu'on doit gérer un temps plus précis, on utilise généralement un quartz à 32 kHz, donc un quartz horloger qui est peu coûteux. Je ne vais évidemment pas entrer dans le détail de ces horloges, ça dépasserait le cadre de ce cours. Est-ce qu'il est possible de prévoir la durée d'une instruction ? Alors en assembleur, c'est possible. Une instruction donnée va prendre un ou plusieurs cycles de l'horloge. Par exemple, sur les AVR, la quasi-totalité des instructions s'exécute en un seul coup d'horloge, ce qui signifie qu'on a 125 nanosecondes pour l'exécution d'une instruction. Par contre, nous avons l'habitude de programmer en C, et là, on ne peut absolument pas dire le temps d'exécution d'une ligne, d'une instruction en C. Il faudrait regarder quelles sont les instructions assembleurs que le compilateur a générées au moment de son travail de compilation. Par contre, étant donné que le temps d'exécution d'une instruction est répétitive, il est possible d'exécuter des boucles dont la durée va aussi être répétitive. Et c'est comme ça qu'on va faire des boucles d'attente actives qui vont nous permettre de gérer un petit peu le temps. Essayons de regarder ce programme. Vous remarquez qu'il y a tout à l'intérieur une première boucle. Cette boucle va s'exécuter un certain nombre de fois. Ici, la valeur a été définie. À noter que cette variable J a été mise en volatile, c'est très important, de telle manière que l'exécution d'une boucle vide ne soit pas remplacée par rien du tout par le compilateur qui essaye toujours d'optimiser.
Cette boucle for est inclue dans une première boucle qui, elle, va s'exécuter un certain nombre de fois lié à ce paramètre d'entrée. Donc nous avons une procédure que nous avons appelée attente milliseconde. On lui passe le paramètre de durée et c'est cette durée qui est utilisée pour faire l'exécution d'un certain nombre de fois cette boucle. On comprend bien donc que cette procédure va faire une attente dont la durée est plus ou moins proportionnelle à ce paramètre. Il est clair que si on met 1 ou si on met 2, on n'aura pas une linéarité. Par contre, si on met 200 et si on met 300, on aura une bonne linéarité. Mais étant donné qu'on ne connaît rien sur le temps d'exécution des instructions, la seule solution pour avoir une procédure qui soit correcte du point de vue du temps, c'est de la calibrer soi-même. Alors je vous propose un petit quiz. Avec quel appareil de mesure pourra-t-on calibrer notre boucle d'attente? Peut-on utiliser un fréquencemètre, un chronomètre, un oscilloscope, une balance? Alors on voit bien qu'une balance n'est pas tout à fait l'outil idéal pour ce genre de travail. Par contre, un fréquencemètre convient parfaitement bien. Un oscilloscope qui permet de mesurer une période convient aussi parfaitement bien. Mais un chronomètre peut tout à fait aussi être utilisé. Je dois vous dire que j'ai pensé aux nombreux étudiants africains qui vont suivre ce cours en posant cette question. On se plaint souvent là-bas qu'il n'y a pas de matériel dans les laboratoires ou que les laboratoires ne sont pas très accessibles aux étudiants. Eh bien, vous voyez qu'avec un simple chronomètre, comme celui que vous trouvez dans la plupart des téléphones portables, vous allez pouvoir calibrer votre procédure. Regardons comment on va faire ce calibrage. Utilisons notre procédure attente MS, donc qui permet d'attendre un certain nombre de millisecondes, ou qui est censé attendre un certain nombre de millisecondes. Donnons-lui le paramètre 10 000 qui va correspondre à 10 secondes. Faisons changer l'état de la LED après 10 secondes. Il suffira ensuite d'ajuster la constante qu'on avait appelée base temps ms jusqu'à obtenir exactement les 10 secondes au chronomètre. Et ce sera assez répétitif, parfaitement répétitif si on a un quartz, répétitif avec une précision meilleure qu'1% si on a simplement un oscillateur comme on les trouve dans les microcontrôleurs. Je précise que cette précision limitée est suffisante dans beaucoup de cas. Par contre, pour gérer la date et l'heure, il existe des circuits spécialisés et nous aurons l'occasion d'en parler dans la suite de ce cours. Une fois de plus, l'environnement Arduino, et également Energia, offre une procédure similaire à celle qu'on a développée tout à l'heure. Elle s'appelle delay et on lui passe un paramètre qui est exprimé en millisecondes. Elle semble donc être faite exactement comme celle que nous venons de faire. Et vous vous souvenez, c'est ce qui nous avait permis d'écrire notre premier programme qui était un clignotant où on faisait alterner des digital write high et des delay, puis low et le même delay, pour faire clignoter. Alors il faut bien se rappeler, cet appel delay est un appel bloquant. Si on lance un délai, il ne se passe rien pendant cette période. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour réaliser des séquenceurs. Nous allons faire succéder des assignations de sortie, chose que nous savons parfaitement faire, et des attentes que nous venons d'apprendre à effectuer. Les entrées ne sont pas impliquées dans ce type de programme, mais il en existe bel et bien passablement d'applications, plus qu'on imagine peut-être, qui n'utilisent que les sorties du microcontrôleur sans utiliser les entrées. Je cite quelques exemples ici. Un feu tricolore cyclique n'a pas besoin d'entrée, une boîte à musique non plus,
Une enseigne lumineuse animée, cyclique ou pseudo-aléatoire n'a pas besoin d'entrée. C'est également le cas d'un journal lumineux. Ces deux derniers sujets d'ailleurs seront étudiés plus en détail dans ce cours un peu plus tard. Il y a certainement d'autres applications. Prenons l'exemple du feu tricolore cyclique. Nous avons deux axes sur lesquels peuvent circuler les voitures dans les deux sens et nous avons simplement deux feux pour chaque direction, pour chaque axe. Ils sont utilisés en même temps, ici, pour l'axe numéro 2. Le programme est un séquenceur. Avant d'écrire le programme proprement dit, donnons-nous quelques outils pour le rendre plus lisible. D'abord, l'utilisation de enum pour déclarer les couleurs vert, orange et rouge. Et ensuite, deux procédures qui allument la bonne couleur sur l'axe 1, la bonne couleur sur l'axe numéro 2. Alors chaque fois, il faut éteindre les trois feux et puis ensuite, il faut allumer le feu de la bonne couleur, soit le rouge, soit l'orange, soit le vert. Voilà maintenant la boucle principale de ce programme. On voit que c'est effectivement un séquenceur. On a successivement des assignations de sortie, puis des attentes, et chacune de ces lignes se présente de la même manière. Alors il y a trois étapes pour chacun des axes. Passer l'autre axe au rouge, passer l'axe en question en vert et attendre le temps que les voitures passent, puis passer à l'orange sur cet axe, puis passer au rouge sur cet axe, chaque fois avec de petites attentes, et on fait la même chose sur le deuxième axe. On peut se poser une question. Est-il possible de gérer plusieurs tâches avec un microcontrôleur? Je rappelle que les attentes, nous l'avons vu, sont bloquantes. Nous avons très facilement pu faire clignoter une LED à 2 Hz, mais c'est pas si facile que ça d'ajouter une seconde LED qui clignoterait à 3 Hz, par exemple. Alors voilà une idée pour résoudre ce problème. Essayez d'utiliser une boucle principale dont la durée soit constante. Ça signifie qu'il ne faut pas utiliser d'autres boucles à l'intérieur. Voilà donc une solution pour ce problème du clignotant double à fréquence inégale. On va utiliser deux variables, compteur 1 et compteur 2. La boucle principale, c'est le seul endroit où on trouve un while. Ici, il n'y a aucun while, on ne trouve que des if qui ne sont pas bloquants. On utilise l'incrémentation des compteurs à chaque cycle et on utilise l'attente de 1 milliseconde pour que cette boucle principale tourne avec une durée à peu près constante. Et alors, en début de chaque cycle, c'est-à-dire lorsque le compteur est à 0, on va inverser une des LED ou l'autre LED. Et lorsque le compteur aura atteint sa valeur maximale, ici 250 pour avoir un quart de seconde, donc pour avoir une fréquence de 2 Hz, on va donc remettre le compteur 1 à 0. Et ici, de la même manière, après 166 millisecondes, on met le compteur 2 à 0. Cette technique, qui est donc l'utilisation d'une boucle principale à durée constante, est très intéressante et nous aurons plusieurs fois l'occasion de l'utiliser dans la suite de ce cours. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours utilisé des temps relatifs. Il est aussi possible d'avoir un temps absolu, entre guillemets. C'est en fait le temps écoulé depuis le début du programme. On peut le réaliser tout simplement par cette structure-là. Dans la boucle principale, à durée constante, on incrémente une variable qui est initialisée à 0. Évidemment, ce serait un peu dommage qu'on arrive déjà à un retour à 0
après environ 65 000 millisecondes, c'est-à-dire après à peine plus qu'une minute. C'est la raison pour laquelle on utilisera plutôt une variable unsigned long qui correspond à plus d'un mois avant le retour à la valeur 0. Voilà donc une autre version de notre double clignotant qui semble plus simple. Le programme est beaucoup plus court. Il n'y a qu'une seule variable, notre variable qui gère les millisecondes qui passent. Et on utilise ici une division, plus exactement le reste de la division, pour savoir si on est arrivé à 250 ou 166 millisecondes écoulées. Et nous pouvons à ce moment-là inverser l'état de chacune des diodes. Mais au fond, est-ce vraiment plus simple? Voilà le programme que nous avions. Certes, il est plus long, on sait. Mais est-ce qu'il est plus long une fois qu'il est compilé? Peut-être pas. Ici, nous avons des comparaisons et comme seul calcul mathématique, calcul arithmétique, nous avons deux incrémentations. Ici, nous avons deux divisions qui sont des opérations qui prennent évidemment beaucoup plus de temps et beaucoup plus de place en mémoire, davantage d'instructions assembleurs. Il faut donc être vigilant. La solution qui semble la plus simple en C n'est pas toujours la plus simple en assembleur, et donc pas toujours la plus efficace. De nouveau, l'environnement Arduino, ainsi qu'Energia, offre une procédure similaire. Il est possible d'appeler cette procédure milli, qui donne le nombre de millisecondes depuis le début du programme. Ce qui est étonnant, c'est que Arduino offre aussi la procédure micro, et cette fois ce n'est plus en millisecondes mais en microsecondes. Et là, l'explication que je vous ai donnée semble ne pas convenir, parce qu'alors l'exécution de quelques instructions en assembleur risque de venir sérieusement influencer des valeurs qui sont exprimées en microsecondes. En millisecondes, on avait de la marge. En microsecondes, on est tout près du temps d'exécution d'une instruction. Ils ont donc un truc, et il s'agit de l'utilisation des timers et des interruptions, sujet que nous allons prochainement voir dans ce cours. Je profite de rappeler, il ne faut pas oublier que ces deux appels ne sont pas bloquants, n'attendent pas, mais donnent simplement l'horloge, la valeur dans le fond de l'heure. C'est comme regarder une horloge, tout au contraire de l'appel délai, qui lui était une attente, qui correspond donc plutôt à une minuterie. Nous avons donc vu qu'une instruction dure un certain temps, qu'il est possible de préparer des boucles d'attente actives, qu'il est possible avec cet outil de faire des séquenceurs qui agissent sur les sorties. Nous avons également vu qu'il était possible de faire du multitâche, c'est-à-dire d'exécuter plusieurs processus en quelque sorte en même temps. Nous avons aussi parlé du temps absolu et nous avons regardé les appels Arduino qui correspondaient à ces différentes fonctions. Dans un prochain module, nous allons alors intégrer les entrées et pas seulement les sorties et également les gérer en fonction du temps.